Alors, ce que j'aimerais vous montrer, donc en 10 minutes, c'est qu'au-delà d'une façade objective, en fait, la culture de résultat, c'est quelque chose qui est culturellement ancré, c'est-à-dire qu'au fond, c'est subjectivement ancré. Qu'en l'occurrence, en France, c'est une importation. Et que donc, si on veut l'acclimater sans trop de douleur, de sang et de larmes, il faut se poser un certain nombre de questions sur les conditions, effectivement, de cette acclimatation. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça en 10 minutes. Où est le... Donc, d'abord, je pense que je vous dois une définition de la culture, parce que j'ai un titre en 6 mots, et j'ai trouvé moyen quand même de mettre 2 fois le mot culturel dedans, culture ou culturel dedans, et en plus, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Alors, ce que j'appelle la culture, c'est un ensemble, classiquement, donc de représentations socialement acquises, qui vont être susceptibles d'influencer des attitudes et comportements, de manière plus ou moins consciente, et de manière souvent moins consciente que plus, dans la mesure où ce sont des choses qu'on acquiert jeune, à un moment où on n'a pas vraiment de capacité de réflexivité. La culture, elle est propre à un groupe social, donc plus ou moins large. Ça peut être un métier, ça peut être une entreprise, ça peut être une nation. Et ce dont on va parler effectivement maintenant, c'est de culture nationale. Alors, à ce niveau-là, je voudrais prendre les précautions oratoires d'usage, parce que parler de culture nationale en France, c'est pas très populaire. En France, on est le pays de l'universalisme. En plus, évidemment, on sait les tragédies auxquelles ont mené un certain nombre de des dérives, je dirais, potentielles du concept. Alors, je suis complètement consciente que parler de culture nationale, c'est toujours extrêmement réducteur, qu'il y a des sous-cultures, que le nord, le sud, l'ouest, ouest, qu'on veut, qu'au fond, il y a toujours une espèce de liberté irréductible de l'individu de ne pas être tout à fait dans les pas de sa culture, mais il me semble qu'il reste vrai que la culture nationale a une influence sur les manières d'être, et en particulier d'être en société. Alors, je ne veux pas dire non plus, je ne suis pas du tout dans une perspective essentialiste, au sens où je ne veux pas dire que tous les Français ou tous les Américains sont les stéréotypes que je vais décrire après. Et je ne pense pas non plus que la culture... je n'ai pas non plus une perspective déterministe, au sens où on peut, je pense, échapper à sa culture. Hein, ce n'est pas une fatalité. Voilà. Mais donc, je suis quelque part entre... Voilà, il y a une influence, elle n'est pas fatale, mais il y en a une. Alors, ça, c'est pour la culture nationale. Pour la culture de résultat, on pourrait commencer de la même manière en disant que c'est un certain nombre de représentations qui vont favoriser des comportements orientés vers la réalisation de résultats tangibles et mesurables. Et par extension, me semble-t-il, quand on parle de culture de résultat, on évoque aussi toutes les méthodes de gestion que l'on met en place pour supposément favoriser ces représentations. Donc, pour aller vite, ce sont des systèmes d'objectifs, de mesure des résultats et de récompenses associées effectivement aux résultats obtenus. Alors, la culture de résultat, elle existe en France en fait depuis longtemps, mais on n'en parlait pas. Il y a 20 ans, on aurait fait une manifestation comme celle-ci, il y en a peut-être eu d'ailleurs, on n'aurait pas eu un atelier sur la culture de résultat, et il me semble que le mot est une création sémantique récente que moi je daterais, il faut que je me dépêche, que je daterais en fait effectivement de son développement dans le secteur public, hein, en tout cas, ou le secteur non marchand, mais au-delà du secteur privé. Et moi, il me semble que la culture de résultat, c'est l'incarnation du fameux concept anglo-saxon de accountability, qui en fait désigne le fait de demander et de rendre des comptes, qui est un concept qu'on a toujours beaucoup de mal à expliquer à nos étudiants de contrôle de gestion, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'équivalent français. C'est un concept qui est complètement cohérent avec la conception de l'autonomie dans les pays anglo-saxons, où l'autonomie est conçue dans le cadre d'un contrat, en fait, où du moment finalement où vos objectifs sont atteints, vous avez la liberté des moyens. Et cette conception de l'autonomie et du contrat, elle va de pair, donc si on suit les propositions de Philippe Diribardt, avec une conception de la société dont on a donc un archétype aux États-Unis, avec une société d'individus qui sont libres et égaux et libres de contracter entre eux. Alors, très clairement, si on admet tout ça, la culture de résultat en France, c'est une importation. Et avec effectivement aujourd'hui des degrés de diffusion et d'institutionnalisation qui sont effectivement variables selon les secteurs, comme on vient de le voir. Alors, comment, donc ça, c'est la manière de rendre et de demander des comptes
dans les pays anglo-saxons. Comment ça se passe en France? En France, ça se passe complètement différemment. Parce que l'autonomie n'est pas du tout construite dans un cadre contractuelle, mais l'autonomie, elle est toujours spécifique, locale, construite dans un contexte et pas par un contrat. Et en plus, l'autonomie, elle est source de noblesse. Alors là, je fais complètement référence aussi aux travaux de Philippe Biribarne. Donc Philippe Biribarne nous dit, la noblesse, c'est l'échelle de valeur et de classement des activités humaines, des métiers, des institutions, des groupes sociaux, etc. Alors, c'est bien connu, c'est plus noble de travailler à la direction stratégique et à la direction de la comptabilité. C'est plus noble de travailler... Non, c'est pas vrai? On peut faire une enquête trottoir. C'est plus noble de travailler dans un grand groupe international que dans une PME, etc. etc. En France, dit Ribard, on n'est pas dans une société d'individus, on est dans une société en fait de groupes sociaux. Et les relations entre les groupes sont régies par ce qu'il a appelé la logique de l'honneur. L'honneur pouvant être défini de manière extrêmement rapide comme des droits et des devoirs intériorisés par les membres du groupe social. Donc l'honneur est toujours propre au groupe social. Et dans une société régie par l'honneur, le seul mode de contrôle pleinement légitime, c'est l'autocontrôle. Je sais ce que j'ai à faire, donc on ne va pas me contrôler. À la limite, le contrôle réalisé par les pairs, donc du groupe de référence, mais de toute façon, le contrôle externe est extrêmement peu légitime, ce qui explique que les métiers du contrôle soient assez dévalorisés. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de petits garçons et de petites filles qui rêvent d'être contrôleur fiscal, contrôleur de gestion ou contrôleur à la SNCF. Moi, j'en ai jamais rencontré beaucoup. Et l'honneur, c'est un substitut, c'est ce qui va donner aussi de la noblesse au métier, quand le métier ne possède pas la noblesse qui est apportée par l'autonomie. Donc on a effectivement une boucle avec l'autonomie. Et ce qui apporte aussi de la noblesse au métier, c'est d'obéir sans s'abaisser. Parce que obéir de manière servile, ça serait obéir par crainte ou obéir par intérêt. Alors... c'est en rouge? Oui, c'est en rouge. J'avais mis en rouge, effectivement, les points qui me paraissaient grincer, effectivement, complètement. C'est-à-dire que la notion de contrat, la notion de contrôle externe et l'idée qu'on obéit par crainte ou par intérêt sont trois points, effectivement, qui vont très fortement... c'est des points centraux dans la culture de résultat. Donc, quand on amène de la culture de résultat dans un milieu qui est régi par ça, ça ne peut que grincer. Et donc, c'est normal qu'on ait effectivement un certain nombre de ce qu'on appelle d'habitude des résistances à la culture de résultat. Alors, tout à l'heure, Yves Joncourt, dans un autre atelier, disait que dans le secteur public, on apportait des méthodes de gestion qui avaient fait leurs preuves. Alors moi, je suis un peu sceptique, parce que si on fait un petit retour sur le passé et qu'on regarde quelles sont les formes de la culture de résultat, en particulier dans le secteur privé, où elle est installée depuis plus longtemps, on retombe sur cette bonne vieille DPO, la direction par objectif, qui est arrivée en France donc, dans les années 60 à peu près, qui... à mon avis, c'est juste la culture de résultat sous un autre nom, mais une vision plus étroite. C'est-à-dire que ce n'était pas les collectifs, c'était que les individus. C'était pas... bon, j'ai oublié. Il y a plusieurs dimensions, mais c'est plus étroit, très clairement. Et alors, ça marchait quand même plus ou moins bien. Si on retourne à la littérature, c'est difficile de la trouver maintenant dans les années 70, mais on trouve effectivement des articles qui disent bien que ça grince déjà. La meilleure preuve, me semble-t-il, c'est qu'on a commencé par aménager la DPO en DPPO. On a rajouté le participatif, la direction participative par objectif. Pour que ce soit noble, il faut avoir participé aux objectifs. Et puis après, on n'en a plus du tout parlé. En 1973, il y a un professeur qui a écrit un article dont le titre était quand même assez définitif. Ça s'appelait « Épitaphe pour la DPO ». Peu de temps après, effectivement, il n'y a plus rien dans la littérature sur la DPO, mais la DPO, il y en a partout aujourd'hui, partout. C'est-à-dire que des entretiens annuels d'évaluation, il y en a partout. Ceci dit, quand on regarde ce qui s'écrit ou ce qui se dit sur le sujet, on peut se poser la question du rapport coût-bénéfice, parce que souvent les DRH disent on n'est pas très content, les évalués non plus, les évaluateurs non plus, mais au fond on ne peut pas trop s'en passer. Donc on a une espèce des pratiques assez cérémonielles. Mais tu parlais tout à l'heure de coût. Là aussi, on peut vraiment se poser la question du rapport coût-bénéfice de l'opération. Alors, moi, je crois que si on veut réconcilier la culture de adapter la culture de résultat en France
et faire qu'on ne soit pas dans le cérémoniel, donc que ça ait une certaine efficacité, il faut essayer de concilier la culture de résultat et l'honneur. Et des recherches que j'ai menées, moi j'ai 2 pistes, c'est pas beaucoup, 2, mais c'est déjà ça. La première, c'est que quand on a des acteurs sur le terrain qui perçoivent les objectifs contractuels, non plus sous forme d'objectifs contractuels, mais sous forme d'obligations qu'ils peuvent donc intérioriser, là, on a une chance, effectivement, qu'il n'y ait pas cette espèce de blocage vis-à-vis des objectifs imposés de l'extérieur, etc. Et la deuxième chose, me semble-t-il, c'est que si on veut, en tout cas, faciliter le passage de la perception d'un objectif à une perception en termes d'obligation, il vaut mieux éviter de rajouter des récompenses derrière les indicateurs de performance. Parce que quand on rajoute des récompenses, on appuie sur le levier, l'obéissance est soit une obéissance parce qu'on craint ou parce qu'on a un intérêt. Donc du coup, on passe dans la servilité. Donc effectivement, ça risque de bloquer. Voilà, donc moi il me semble qu'il faut accepter d'hybrider si on veut effectivement adapter la culture de résultat et l'hybrider effectivement avec les modes de contrôle traditionnels en France, qui sont plutôt donc des modes de contrôle culturels qui reposent sur l'intériorisation d'un certain nombre de valeurs, de traditions, etc., par les salariés. Donc tout à l'heure, c'est pareil dans l'atelier sur le secteur public, j'ai noté François Fayolle disait que ce qu'il fallait, c'était réconcilier le sens et la cohérence. Eh bien, à mon avis, si on veut garder du sens, il faut accepter un certain degré d'incohérence par rapport au système qui nous vient effectivement d'ailleurs, où on a les objectifs, la mesure des résultats, les récompenses. Donc peut-être, en tout cas, laisser les récompenses sur le côté, ce qui apparaît incohérent par rapport aux tenants de la logique, effectivement, de ce joli système. Alors, je crois aussi que si on veut faire ça, il faut absolument accompagner les démarches de mise en place de la culture du résultat. Quand je dis accompagner, ce n'est pas des plans comme coûteux, ce n'est pas marteler tout le temps et partout que la culture de résultat, ça va sauver le monde, et c'est ça qu'il faut faire, et qu'on n'a pas le choix, etc. Ce n'est pas forcément embaucher des armées de consultants ou de professeurs de management, même si... Voilà, on peut y trouver un intérêt, mais c'est vraiment des démarches d'accompagnement à l'intérieur qui impliquent la hiérarchie, qui donnent la parole aux gens, ce qui suppose qu'on les écoute, qui suppose qu'on laisse s'exprimer ce qui fait le sens du travail, et puis il faut accepter de laisser du temps, je crois, au temps, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, et du temps au deuil. Pour rentrer là-dedans, il faut faire le deuil des manières de travailler qu'on avait avant. Et ça prend du temps. Voilà, merci.